Bon, juste cette présentation. Alors, cette présentation, elle fait pas rêver, c'est pas de l'IA. Mais moi, j'ai des clients, ils ont des prods et ils ont des travaux à planifier des fois. Et des fois, ça se passe pas forcément comme ils voudraient. Des fois, quand on va chez les clients, c'est un peu à l'abandon. Et il y a certainement des choses à organiser, à refaire. Donc, l'idée, cette présentation, elle part de plusieurs constats qu'on a fait chez les clients. Et l'idée, c'est de donner une méthode et une manière un petit peu simple pour essayer de s'organiser et reprendre la main sur les travaux qui sont planifiés, sur les machines, voir un petit peu comment on peut s'organiser différemment. C'est l'idée de la présentation. Donc, qui je suis? Ben, je suis Pierre Hubertoin, donc vous pouvez aller sur le blog Gaïa, on publie une news tous les mardis à 10h. Vous avez donc 5-6 ans en ligne d'informations sur l'IBMI. C'est le seul site seul blog qui est à jour avec une news toutes les semaines en français. D'accord? Donc, n'hésitez pas à y aller. On fait donc de l'IBMI depuis toujours. On a une activité de formation avec Volubis et une activité plutôt de service avec Gaïa. Donc, vous pouvez nous joindre n'importe où si vous avez besoin. Et accessoirement, je suis IBM champion. Donc, planifier sur l'IBMI. Alors, planifier, ordonnancer, c'est tous des termes un peu. Mais on va essayer d'expliquer un peu ce que c'est. Alors, on va parler du plan de production informatique. Le plan de production informatique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des tâches qui doivent s'exécuter sur une période donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une journée, sur un mois, ben, on a un certain nombre de travaux qui doivent s'exécuter et que ben, il va falloir essayer de s'organiser. Alors, il y a quelques années en arrière, on avait des gens qui lançaient les opérations. Et puis, de plus en plus, maintenant, on les a planifiées, ces différentes opérations. Donc, il y a certaines tâches, bien sûr, de vos travaux qui tournent sur l'IBMI. Elles ne tournent pas toutes sur l'IBMI, mais il y en a quand même une grande partie, surtout si vous êtes ici, qui tourne sur vos IBMI. Et cette activité, ces travaux, le fait que ces travaux tournent ou ne tournent pas, peut avoir un gros impact sur l'activité de votre entreprise. Imaginez qu'un plan de prod ne soit pas monté à l'heure ou ne soit pas un truc, votre activité ne démarre pas. Ça peut impacter des dizaines de personnes. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu comment on peut s'organiser. Alors, je vais essayer de vous parler un peu des concepts de base, hein, donc les principales solutions que vous avez pour planifier les travaux. Je vous parlerai également des logs et également, je vous parlerai un petit topo sur les travaux asynchrones, quel est l'intérêt et pourquoi utiliser les travaux asynchrones. Alors, généralement, on va parler quand on parle du plan de production, c'est généralement le plan quotidien. Donc, c'est l'ensemble des tâches qui vont s'exécuter sur la journée. Donc, il va falloir essayer de surveiller que tous ces travaux, bah, ils s'exécutent. Et puis également, il va falloir essayer de suivre qu'ils n'aient pas de dérive dans le temps. Parce que certains travaux qui vont déborder sur d'autres peuvent avoir des impacts et peuvent décaler certaines tâches dans l'activité. Donc, le fait de planifier les travaux, ça veut dire qu'il va falloir s'organiser pour que les travaux ils tournent dans les temps et aux heures qui sont planifiées. Et pour ça, il y a plusieurs solutions à utiliser. Et notamment, bah, au niveau des entreprises, il y a quelques années en arrière, souvent, on avait des personnes qui étaient à l'administration et qui étaient à l'exploit. Et quand on avait des tâches à mettre en production, quand on avait des tâches à planifier, on les passait à l'exploitation ou à l'administration. Et les gens, ils disaient, ben, moi, je vais la caler là, je vais la caler là, parce qu'ils avaient une vision un peu transversale de cette production. Aujourd'hui, ça se perd. Et de plus en plus dans les entreprises, c'est le développeur qui a fait son développement. Et on lui dit, vas-y, mets-le en prod. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va le planifier dans le premier scheduler qui lui passe sous la main, ensuite qui est mis en prod. Et puis souvent, bah, ça peut avoir un impact parce que ça peut bloquer les autres, parce que ça peut faire un truc. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'organiser à minima là-dessus. Rappel des grands principes. Bon, j'ai fait un schéma, il est pas génial, il vaut pas grand-chose, mais il a le mérite d'exister. Bah, le principe des travaux soumis, qu'est-ce qui se passe? C'est ces travaux, ils sont soumis dans une job queue, et quand il arrive leur heure pour qu'ils puissent rentrer, ils s'exécutent ils vont rentrer dans un sous-système qui va leur attribuer un pool mémoire
et qui va leur attribuer des ressources pour qu'ils s'exécutent. Bon, je ne vous apprends pas grand-chose. Les niveaux d'activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les job queues, elles peuvent permettre de faire passer plusieurs travaux en parallèle ou elles peuvent en permettre d'en filtrer à un seul. D'accord? C'est ce qui va permettre, par exemple, dans certains travaux que vous les rendre dépendants, la création d'un fichier, le cryptage et l'envoi, de faire passer vos 3 tâches les unes à la suite des autres. D'accord? Mais c'est de la dépendance subie, puisqu'en fait, on verra qu'il n'y a pas de contrôle qui est fait. Si on déplace le travail, ça peut éventuellement avoir un impact. Et donc la première chose à comprendre, c'est bien arriver à mettre, en fait, le seul impact que vous avez quand vous choisissez un travail pour le faire tourner, c'est la job queue dans laquelle vous allez le mettre. Et c'est cette job queue qui va déterminer comment il va s'exécuter par la suite. Donc, c'est très important. Et ce qu'on constate souvent quand on demande aux mecs de planifier, la plupart du temps, c'est tout par défaut et le travail, il va tomber dans Q-Batch. D'accord? Et il va s'exécuter. Q-Batch étant à 1, avec un peu de chance, tu as un travail qui va se planter et tu vas emmerder tout le monde. D'accord? Donc, l'idée, déjà, c'est arriver à comprendre qu'il y a plusieurs job queues, que vous n'êtes pas obligé de faire passer tout au même endroit, vous n'êtes pas obligé de laisser toutes les valeurs par défaut et essayer d'attacher au truc. C'est pas compliqué à faire, ça peut être, c'est pas compliqué et ça peut être impactant pour votre système. D'accord? Donc, en gros, au niveau des activités, on va souvent avoir soit un, parce qu'on veut qu'un seul, soit no max. C'est très difficile d'arriver à dire sur une job queue, j'en veux 17. Parce que pourquoi 17, pourquoi pas 16, pourquoi pas 15, on n'en sait rien. Donc, soit en règle générale, on dit on est multi, soit on est mono. Donc, multi, on laisse passer plusieurs, et mono, on laisse passer. Alors, pour information, souvent, quand on a des travaux à faire passer rapidement, on a une job queue qui s'appelle Q6 NoMax qui sert à ça. Souvent, on balance là-dedans plutôt que de balancer dans Q inter où ça va tomber à des endroits où la Q6 NoMax, c'est dédié à ça. Q6 NoMax, comme son nom l'indique, c'est une file d'attente système. Si on ne sait pas où positionner un travail, il vaut mieux le positionner là-dedans que de le laisser partir dans Q-Batch par défaut. Ensuite, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de log. D'accord? La notion de log, elle est importante puisque un travail peut produire une log, mais il n'en produit pas nécessairement une. C'est-à-dire qu'on peut filtrer le niveau de log par rapport à l'importance du travail qu'on va avoir. Certains travaux qui nécessitent des informations de reprise, par exemple de la sauvegarde, des informations de cryptage, etc., on va mettre un niveau de log important, ce qui nous permettra d'avoir une information très détaillée. Alors, vous allez me dire pourquoi on ne ferait pas ça pour tous les travaux? Tout simplement parce que ça va charger le système pour rien du tout. Donc, il y a des tâches qui s'arrêtent, qui se démarrent et qui s'arrêtent sans arrêt, qui n'ont pas besoin de faire de la log. Donc, ça va être un des principaux travaux à étudier, le fait de choisir le niveau de log en fonction de la criticité du travail qu'on va avoir. D'accord? Donc, c'est important de bien choisir son niveau de criticité. Donc, les logs des travaux, elles ont ce nom-là. Elles s'appellent QP Joblog et elles se produisent dans QEZ Joblog. D'accord? Donc, ça, c'est les logs de vos travaux. Et si par hasard, le travail, on a mis des valeurs comme no list, le travail, il peut ne pas produire une log. D'accord? Attention, ne pas mélanger avec les spools utilisateurs. Les spools utilisateurs, c'est des spools que vous allez créer, c'est des spools de facturation, c'est des sorties de liste, etc. Ils ne sont pas concernés par là. Et eux, sauf à avoir réglé autrement le système, ils sont positionnés dans QEZ Joblog. D'accord? C'est des travaux qui sont positionnés. En règle générale, ils sont pas gardés plus d'une semaine. D'accord? Tout ça parce que vous avez un système qui s'appelle le cleanup qui va gérer les historiques des travaux. Donc, il y a 2 types d'historiques, l'historique des travaux et l'historique du système. Par défaut, l'historique du système est gardé 30 jours et l'historique du travail est gardé 1 semaine. D'accord? Donc, ça va nous permettre de donner des informations. Donc, la première chose qui est conseillée quand vous lancez un travail, c'est de donner un nom qui est facilement identifiable. Pourquoi? Parce que le lendemain que vous allez arriver, que votre collègue va reprendre la relève le lendemain matin, si tous vos travaux s'appellent QDFT Job Day, comme c'est chez certains clients, c'est un peu la panique.
D'accord? Donc, on n'a pas forcément la possibilité de mettre quelque chose de très parlant, mais si on veut afficher une bibliothèque dans le nom du travail, on met DSP libre, tout de suite, ça nous servira à retrouver quelque chose. C'est intéressant. Ensuite, bien sûr, vous allez indiquer la commande à exécuter. Vous allez avoir la liste des bibliothèques, c'est très important puisque dans le contexte d'exécution de l'IBMI, c'est ce qui va donner l'environnement avec la liste. Tout est basé sur la liste de bibliothèques, dont je ne reviendrai pas dessus, mais c'est super important de bien donner la bonne liste de bibliothèques au démarrage. Et le choix du niveau de log qui peut être important. Il y a aussi un autre truc qui est très important quand on va soumettre des travaux, c'est par défaut un travail, il va se soumettre avec son utilisateur. Et la difficulté quand on soumet des travaux avec l'utilisateur, c'est que si la personne qui a soumis, elle quitte la société au bout d'un an, etc., on se retrouve avec plein de travaux qui sont soumis avec des utilisateurs qui quittent la société. Donc l'idée, si vous devez ordonnancer, planifier des travaux, vous avez intérêt à les planifier avec ce qu'on appelle des utilisateurs techniques qui ont des droits un peu plus importants sur la partie application, sur la partie base de données que certains utilisateurs, mais avec lesquels, normalement, on est censé pas se connecter. Donc, il suffit d'avoir mis en place les règles pour ne pas pouvoir se connecter. D'accord ? La notion de job day est donc importante, puisque la notion de job day par rapport à tout ça, c'est elle qui, normalement, va vous donner tout le paramétrage par défaut. Donc, la job day, c'est pour ceux qui viennent de notre monde, c'est un peu un point unique qui va te donner toutes les informations pour démarrer ton travail et qui va te permettre de contextualiser. Et plus les job days sont bien définis, moins vous avez à modifier de paramètres par la suite. Vaut mieux avoir une job day qui est bien définie avec les paramètres qui vont bien, plutôt que de devoir revenir sur chaque travail pour changer les informations. Alors, qu'est-ce que vous allez exécuter comme commande? Comme vous allez exécuter comme commande des commandes IBMI, des SPLib, QGPL, machin, mais c'est plutôt pour faire des tests. Sinon, vous allez avoir toutes les commandes qui sont exécutables en environnement batch, mais la plupart du temps, vous allez lancer un programme. Donc, ça va être un call d'un programme. Et si vous ne qualifiez pas la bibliothèque, c'est là qu'il faut être sûr d'avoir la bonne liste de bibliothèques qui correspond à votre environnement d'exécution. D'accord ? À noter que, attention, donc, en environnement ILE, le premier programme, c'est également celui qui va fixer le niveau du groupe d'activation. Et en règle, pour ceux qui font également du développement, c'est important que ceux qui s'exécutent à l'intérieur s'exécutent en caller, de manière à rester dans le même groupe d'activation. Ça peut être important pour les portées de certains over-DBF, pour certaines choses comme ça. Donc, ça peut être important. Donc, le travail IBMI, donc, il va fixer ce qu'on va faire et il va également donner le groupe d'activation de démarrage. Donc, la liste de bibliothèques, rien de particulier. Il y a juste, donc ça, vous connaissez tous. Donc ça vous est donné au niveau du système par une valeur système. Ça vous est donné par la job day qui vous donne l'information. La curly vous est donnée par votre profil utilisateur. Et les bibliothèques produits, c'est des bibliothèques qui montent automatiquement en fonction de l'usage des produits. Donc QPDA, vous l'avez compris, c'est PDM. Et il est monté automatiquement dans la liste des bibliothèques. Et donc, quand on ne qualifie pas un objet, qu'on va lancer un call, automatiquement, il va rechercher dans cette liste le programme, il va appeler le premier qui correspond, il n'ira pas voir le suivant. C'est-à-dire que si vous avez 3 programmes qui ont le même nom dans la liste, il va s'arrêter au premier. Il ne va pas vous dire j'en ai 3 à lancer. Il va lancer le premier. Donc ça, c'est un concept très important. J'espère que vous le maîtrisez, mais c'est un petit rappel. Ensuite, les niveaux de log à fixer. En gros, on va dire il y a un max et il y a un mini. Le max, c'est le 4.0 CQLVL log CLPGM. Alors ça veut dire qu'on demande le maximum d'informations, tous les messages, avec un niveau de premier et de deuxième niveau dans les messages. Vous savez que dans les messages IBM, vous avez un premier texte qui fait 128 et un deuxième qui fait je ne sais pas combien. Et là, vous aurez le bavardage des deux, ce qui peut être très intéressant sur certains travaux. Par contre, sur certains autres travaux, ça n'a aucun intérêt. Donc, vous mettrez plutôt l'inverse. Et là, on est très peu bavard. Et le fait d'avoir nos listes, le travail ne produira une log que s'il y a un plantage. Mais un plantage au sens système du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un a répondu à un message, R, I ou quelque chose. Et sinon, il va passer tout droit et vous ne vous produirez pas de log. Donc, vous ne pourrez pas baser votre suivi de travaux sur la log. D'accord ? Voilà, ça c'est bon.
OK? S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut me dire. Hein. La criticité du travail, c'est à vous de le décider. Hein. Ça va dépendre de ce que vous voulez analyser, ce que vous voulez avoir, truc. Plus vous avez de la sécurité, plus vous avez des traitements de données sensibles, plus vous avez des opérations d'administration, plus vous avez intérêt à avoir un niveau de log important. Même dans certains cas, vous avez intérêt à garder ces logs, à les sortir des fichiers, à les copier à les sortir des fichiers log pour les mettre dans des vrais fichiers, pour les historiser parce que vous en avez besoin. Je pense par exemple à une log d'installation d'un logiciel. Vous allez peut-être la garder pour être sûr d'avoir une trace d'ici 1 ou 2 mois si vous avez besoin de quelque chose. D'accord ? Les travaux répétitifs sont souvent peu longs. Pour ne pas engorger le système, on ne va pas leur demander de log. Et en plus, on verra qu'ils ont un deuxième effet bizarre, ces petits travaux, c'est que souvent, ils passent leur temps à s'exécuter et qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Et donc, il faudrait essayer de trouver une solution pour que cette phase d'initialisation et de log, elle soit diminuée. Le fameux menu ménage qui est planifié. Alors, ce menu ménage, vous le voyez généralement, il est préparé dans QStruct. Il y a une commande qui s'appelle str cleanup. Donc, vous avez un travail qui tourne dans QCTL qui va faire le ménage. Et par défaut, donc, 7 jours dans les logs des travaux et 30 jours dans la log du système. Pourquoi? Parce que la log du système prend beaucoup moins de place, c'est juste un fichier, c'est les fameux fichiers QHST qui vont contenir la log, qui vont permettre d'avoir certaines informations. Mais il y a également dans QHST des informations qui ne concernent que le système, en fait, qui ne sont pas dédiées aux travaux. Vous pouvez avoir des informations de déconnexion, des informations de violation, etc., sur tous les trucs. Donc, c'est ces deux valeurs. Alors après, ces deux valeurs, elles sont indicatives et elles sont très souvent ce qu'on retrouve chez les clients. Mais il est possible que vous ayez besoin ici de garder 2 semaines en ligne d'informations ou de garder ce qu'on appelle une semaine tournante. Une semaine tournante, c'est par exemple 10 jours. Ça vous permet d'avoir le samedi et le dimanche de la semaine d'avant quand vous arrivez en fin de semaine plutôt que tout perdre. C'est un choix à faire. Par contre, il faut savoir qu'en contrepartie, derrière, ça va encombrer votre système. Et par contre, attention, les logs qui ne sont pas des logs système, qui sont des logs utilisateurs, c'est entièrement à vous de les gérer et de faire le ménage dessus. Et c'est souvent qu'on arrive sur certains systèmes où on a des logs qui sont dans des autres queues qui ont 6 ans et personne ne sait ce que c'est. Donc, ça occupe de la place. En plus, les logs, si vous avez suivi un peu des cours d'admin au niveau de l'IBMI, ça occupe des places dans la table des travaux, donc ce n'est pas très bon de les garder. Donc, c'est très important de faire le ménage dans les spools de vos systèmes. D'accord ? Un travail, donc pour identifier un travail, le travail va s'identifier sur 26 caractères. Le nom du travail lui-même, donc en batch, c'est vous qui allez le donner. En interactif, il a le nom de votre écran qui a été choisi au moment où vous êtes connecté, soit parce qu'il vous a été attribué dans votre session, soit parce que le système a jugé que c'était celui-là qui était disponible, que c'était le premier qui était disponible. Et ça, c'est l'utilisateur qui a servi à se connecter. Donc, une fois qu'il vous a identifié, il passe sa phase d'initialisation, il crée son travail et en parallèle de ça, il va donner un numéro. Donc, le numéro est sur 6 positions. C'est du numérique et il n'y a rien, aucune intelligence, il fait plus 1. C'est pour ça que sur certains systèmes, c'est rigolo parce qu'on arrive un matin et là, on a 001 parce qu'il a bouclé. Donc, c'est tout. Voilà. Normalement, si vous ne gardez pas vos traitements pendant des années, vous ne devriez pas avoir de doublons. D'accord ? Mais voilà, donc je ne sais pas si ça m'est jamais arrivé, mais voilà, l'idée c'est ça. Donc un travail, vous allez avoir besoin de l'identifier. Par exemple, si vous voulez intervenir dessus ou si vous voulez faire quelque chose, vous aurez besoin de ce triptyque. D'accord ? C'est un ID qui est un peu plus long, qu'on ne voit pas dans ces écrans-là, mais un ID de travail, mais qui est beaucoup plus long. Ce n'est pas le numéro du travail, c'est un ID vraiment. Un ID sur 16. Un ID sur 16. Sur 16, ouais. Tu peux utiliser dans les API. Ouais, tu peux utiliser dans l'API, mais tu ne l'utilises pas. Tu ne le vois pas là. Ah non, on ne le voit pas. Oui, j'en ai pas parlé. Oui. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passerait quand ça aurait bouclé si tu avais le même nom de travaux, comment ils sont générés, j'en sais rien. C'est quasiment impossible. Alors, pour suivre les travaux, par contre, si vous avez besoin de mettre en place un suivi de vos travaux, il y a une chose à faire, c'est il y a la vue
historique, d'accord, qui pointe sur les fameux QHST. Et il y a deux messages, c'est les CPF 1124 et 1164. C'est eux qui vont vous permettre de savoir si vos travaux ont tourné ou pas. Donc, quand vous créez un travail, quand il va rentrer, qui va démarrer, il va créer un premier message qui est 1124. Ça veut dire je démarre. Et quand il va terminer, il va faire un 1164. Donc, quand vous analysez votre système, si vous avez le 1124, il a démarré. Si vous avez le 1164, il a terminé. Si vous avez que le premier, c'est qu'il est toujours en cours. D'accord ? Donc, c'est vraiment cette partie-là qui va vous permettre d'avoir un suivi. L'idée, c'est que vous puissiez tracer, grâce à quelques requêtes comme ça, les travaux qui sont importants pour avoir un suivi. Parce qu'en plus d'avoir un suivi, savoir si un travail a tourné, ça peut être intéressant de savoir qu'un travail qui dure d'habitude 45 minutes, ben là, il s'est mis à durer 2h40 et qu'on ne sait pas pourquoi. Donc, l'idée, c'est peut-être de capturer tous les jours ou pendant un certain temps ces travaux, ce qui vous permettra de lister l'activité et de comprendre le temps de vos travaux. Parce que des fois, même sans changer l'ordonnancement des travaux, le fait de rajouter une société, le fait de rajouter une filiale ou de rajouter, va faire augmenter vos travaux et ça peut créer de la contention parce qu'il y a des travaux qui vont tourner en même temps et ça peut même créer d'autres problèmes où ça va décaler des envois en banque, ça va décaler tout un tas de choses. Ça peut même arriver à ce que des travaux qui doivent passer avant minuit, ils passent le lendemain et qu'ils ne soient pas bien horodatés, etc. Donc, ça peut avoir un très gros impact. Donc, pour suivre le temps de traitement d'un travail, la meilleure solution, c'est de partir du 1124 et du 1164 et de faire des requêtes. Vous pouvez savoir combien vos travaux ils durent. C'est la seule chose que vous avez sur un travail dont vous êtes sûr d'avoir. Si vous avez choisi de ne pas mettre de log, ben vous n'aurez pas de log. Par contre, ça, vous l'avez. Donc, c'est important de bâtir des requêtes à partir de ça. Le travail, pour faire simple, il y a trois phases. Une première phase où il va faire une initialisation. En gros, la phase d'initialisation, vous la connaissez toutes. Il va créer un QTAMP, il va créer une LDA, il va créer un environnement pour CessPool, il va créer certaines choses. Derrière, il va faire son traitement, c'est le call du programme qui va écrire, qui va faire ce qu'il a à faire. Et derrière, il va produire une log. D'accord ? Sur les travaux qui sont très, très répétitifs et très, très petits, ça peut être impactant parce qu'en fait, le temps d'initialisation et le temps de log peuvent être plus longs que le temps de traitement, ce qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, les travaux, ils passent leur temps à s'initialiser. Et donc, il va falloir trouver une solution, justement, c'est les travaux asynchrones qui vont nous permettre de ça. Alors, je vais vous parler d'une première notion qui est importante, c'est la dépendance de travaux. La dépendance de travaux, qu'est-ce que c'est ? C'est très bête, c'est le fait que le deuxième travail qui va arriver, il a besoin que le premier ait tourné. Pourquoi ? Par exemple, vous devez envoyer un fichier. Si vous devez envoyer un fichier, il faut être sûr que le fichier a été créé. D'accord ? Voilà, c'est toute une chaîne de dépendance que vous avez, souvent dans des traitements batch. D'accord ? Vous pouvez soit l'exploitation aura fait un très gros CL qui va les enchaîner eux-mêmes, les différents traitements, d'accord ? Soit c'est à vous de les planifier et de les ordonnancer pour qu'ils passent correctement les uns à la suite des autres, d'accord ? Donc, ils peuvent dépendre de deux choses. Soit que le job est tourné, d'accord ? C'est le fait que le job est tourné, ça suffit, mais ils peuvent également dépendre du status, c'est-à-dire est-ce qu'il a tourné, mais est-ce qu'il est bien terminé ? Parce que des fois, s'il n'est pas bien terminé, ce n'est pas la peine qu'on lance la suite. D'accord ? Donc, la création de dépendance de travaux, c'est notamment, vous l'avez compris, une des choses qui va manquer dans le job scheduler natif. Donc, la dépendance des travaux, la première solution que vous avez, et souvent, elle est beaucoup plus subie que voulue, c'est le fait que les travaux ils s'empilent dans une file et que le premier passe et que les autres attendent leur tour. J'ai beaucoup de sociétés où les gens, l'environnement de travail, il ne redémarre pas parce que les travaux de nuit ne se sont pas terminés. Ce n'est pas normal, c'est tout simplement que s'il y a une mauvaise organisation, que les travaux n'ont pas été mis au bon endroit. Donc, il faut essayer de paralléliser ces travaux. Tous les travaux qui n'ont pas de dépendance ne doivent pas s'attendre. Doivent s'attendre que les travaux qui ont une réelle dépendance entre eux et qui ne peuvent pas s'exécuter en même temps. Et ça, c'est également
une chose importante, quand on arrive sur un système, quand on ne connaît pas et qu'on voit qu'il y a plusieurs travaux qui attendent, il faut faire très attention en se disant « Ah ben, je vais les prendre et je vais les mettre dans une autre job queue ». Si vous déplacez des travaux d'une job queue vers une autre, assurez-vous que la job queue, elle est filtrée en un aussi, parce que sinon, vous allez en faire démarrer 2 ou 3 qui peuvent éventuellement s'attendre. Donc, ça peut être impactant. La petite notion qui est importante, c'est que AJS, qui est le Advanced Job Scheduler, inclut cette notion. Donc, il n'y a pas besoin de la programmer nous-mêmes. AJS qui, dans les changements tarifaires du monde IBM à partir de la 7.5 est gratuit. Donc, vous pouvez le prendre, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le tester. Et dans le logiciel, vous pouvez directement créer vos dépendances à l'intérieur sans aucun problème. C'est inclus à l'intérieur. Si vous, le faites vous-même et que vous le gérez par Job Scheduler, souvent, ça va être géré par des data area. Je vous ai mis un bout de code, il ressemble à rien, on est d'accord. Mais très souvent, on va utiliser une data area, d'accord. Et souvent, on va attendre que cette data area soit présente. Donc là, j'ai montré un exemple de code où on regarde si la data area est là. Si elle n'est pas là, on fait plusieurs dans un compteur, en boucle, et puis au bout d'un moment, on sort pour dire que ce n'est pas à tourner. C'est du code qui a rajouté avant le traitement du deuxième job pour être sûr. Et le premier job devait avoir produit la data area pour créer. C'est un moyen de créer dépendance. C'est beaucoup utilisé dans les chaînes d'admin. On trouve beaucoup de choses à partir de data area. On pourrait faire à partir de fichiers, on pourrait faire à partir de trucs. C'est ce qu'on appelle un point de synchro, ni plus ni moins. Donc, on crée un point de dépendance entre les deux, on fait le truc. Souvent, ce qu'on trouve, c'est à base de data area parce que c'est une solution très simple à manipuler. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment très simple. Donc, si vous ne voulez pas passer sur AJS, que vous voulez créer des dépendances sur certains travaux, regardez la solution data area. C'est une solution qui est assez simple à mettre en œuvre. La supervision. Donc, vous avez dans la supervision, il y a plusieurs choses. Dans la supervision, vous avez tous un robot qui va regarder de temps en temps. Historiquement, il y a 30 ans en arrière, il y avait un bureau avec un mec qui recevait les messages de Q6OPA et qui répondait. Non, c'est plus comme ça. On a des robots qui vont superviser la fameuse file d'attente qui s'appelle Q6OPR, qui reçoit ces messages et au mieux, on va y répondre. Au pire, on va remonter l'information en disant il y a tel job qui est planté, etc. Alors après, là, ça rejoint le problème de la supervision. Ce n'est pas parce que vous l'avez rattrapé que vous allez le remonter au bon moment ou que vous allez le remonter à la bonne personne. D'accord ? L'idée, c'est que quand on a un message, il faut qu'on soit pertinent pour le remonter à la bonne personne et qu'elle soit dispo pour y répondre. Ce n'est pas la peine de lui envoyer un message la nuit si ce n'est pas pour elle. D'accord ? Et par exemple, chez des clients, j'ai trouvé souvent des remontées d'informations qui étaient envoyées à des mecs qui n'étaient plus dans la boîte depuis 5-6 ans. Donc, c'est assez important de regarder et de suivre à qui sont remontées ces informations. Parce que ce n'est pas le tout de dire « moi, j'ai envoyé un message ». Oui, tu as envoyé un message, mais si tu l'as envoyé à la Lune, ça ne sert à rien. Donc, il faut envoyer des messages, il faut être pertinent. Donc, ça, c'est la première chose. Vous pouvez envisager des réponses automatiques, d'accord ? Alors, celle qui me fait le plus rigoler, c'est les gens qui me disent sur les PF qui veulent pas mettre NoMax, mais qui mettent une réponse automatique pour augmenter la taille des fichiers automatiquement. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on ne veut pas mettre NoMax, et à ce moment-là, il faut admettre de temps en temps qu'on veut protéger, on veut répondre. J'ai plusieurs clients, ils ne veulent pas mettre NoMax, mais par contre, la supervision répond, augmente le fichier à chaque fois, donc ce qui revient exactement au même. Voilà, la supervision du plan de travail va inclure également une notion de timing, d'accord ? Alors, ça va dépendre de la société, de l'activité dans laquelle vous êtes. Encore une fois, je ne vous vends pas qu'il faut suivre le planning à la minute. C'est pas, si vous avez une activité de bourse où vous devez faire des transactions, ce n'est pas la même chose que si vous avez une production qui doit être démarrée à 7 heures le lendemain matin. Ce n'est pas la peine de suivre à la minute, ce n'est pas la peine. Donc, simplement, encore une fois, c'est comme la sécurité, c'est comme le truc, adapter un niveau de suivi qui soit adapté à votre activité. Par contre, c'est embêtant de ne pas en avoir du tout, parce que si vous n'en avez pas du tout, vous ne saurez pas du tout ce qui se passe sur vos travaux, vous ne saurez pas
comment ils évoluent dans le temps, etc. Moi, j'ai un cas où une société a absorbé une filiale chinoise et les temps de travaux ont explosé de partout et tout a pété sans qu'on fasse rien. Il y avait même des sauvegardes qui étaient faites et qui étaient arrêtées à certains moments où ça faisait 3 mois qu'ils ne sauvegardaient pas les bibliothèques au-delà de R, par exemple. D'accord? Donc, toutes les bibliothèques qui étaient R quelque chose n'étaient pas sauvegardées. Donc, il faut vraiment avoir une idée au moins de ses principaux travaux, quel temps il passe sur une journée et combien de temps il passe. D'accord? Et je rappelle, c'est très con, mais il n'y a pas d'erreur normale. D'accord? J'arrive chez les clients, ils répondent RRR au message et ils me disent c'est des erreurs normales. Non, ce n'est pas une erreur normale. Pourquoi? Parce que quand tu as 5 messages machin et que tu réponds RRR, ben un jour, il va y en avoir un qu'il ne fallait pas répondre et dedans, tu vas te péter. Donc, les erreurs qui sont des erreurs, ben, il faut y remédier. Et les erreurs qui sont récurrentes, ça devient non plus des incidents, mais des problèmes, il faut les traiter, il faut y répondre, il ne faut pas que ça reste. Et en plus, je vais même vous dire des trucs, c'est que souvent, c'est sur des traitements qui ne servent plus. Donc, j'ai vu plein d'erreurs sur des messages que personne ne voulait décommissionner, sur des traitements qui ne servaient plus à personne et plus à rien. D'accord? Donc, il faut vraiment éviter ça. Parce que l'erreur normale, un jour ou l'autre, elle vous fera faire une connerie. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir répondre et qui va vouloir bien faire et qui ne répondra pas au mon message en pensant que c'était celui-là. Ensuite, vous avez des mécanismes de reprise. D'accord? Les mécanismes de reprise, c'est quoi? C'est quand vous avez des gros travaux qui vont s'enclencher. L'idée, c'est de segmenter votre partie de travail, une partie 1, une partie 2, une partie 3, ce qui vous permettra, en cas de problème, de pouvoir rejouer que la partie qui vous intéresse. Donc, souvent également, c'est joué par des points de synchro dans une data area. Vous avez une data area qui, quand elle a fini, elle met 2, quand elle a fini, elle met 3, etc. Et le jour où vous devez reprendre votre travail parce qu'il est planté, vous savez qu'il était arrêté à tel endroit. Donc, ça peut être le moyen de repartir. Vous avez également la possibilité, sur certains fichiers sensibles, de faire des sauvegardes intermédiaires de fichiers que vous allez mettre de côté. S'il y a un problème, vous revenez en arrière. Ça peut être même par des SAVF, ça peut être par différents groupements. D'accord. AJS peut vous aider pas mal de choses. Par contre, là, après, il faut aller un petit peu plus profond pour l'utilisation d'AGS. C'est pas forcément... Et après, le problème, c'est que si vous commencez à gérer ça par AGS, l'idée, c'est de ne pas en avoir partout. AGS vous permet de gérer un certain nombre de choses, mais le problème, c'est que vous allez en gérer de votre côté par un moniteur, vous allez en gérer et vous risquez d'en avoir partout. C'est aussi dangereux si vous commencez à gérer vos messages et vos traitements de plusieurs endroits. D'accord ? Et attention, souvent, ça va nécessiter une intervention manuelle. D'accord ? Alors, c'est très bête, mais ne pas hésiter, dès que vous avez un problème qui est arrivé une fois, le documenter. Donc, documentation, ça veut dire deux choses. C'est être suffisamment clair pour que tout le monde comprenne, c'est-à-dire qu'il y a trop de documentation où moi, je vais faire ma documentation, mais personne ne va comprendre ce que j'ai fait. Donc, il faut se dire, si quelqu'un prend ma documentation et qu'il en a besoin, est-ce que j'ai mis suffisamment d'éléments ? D'accord ? Et la deuxième chose, j'en ai parlé déjà hier au niveau de la documentation, c'est souvent dans les sociétés, on se rend compte qu'il y a plus de documentation qu'on pensait, mais elle n'est pas référencée et elle est pas personne ne sait qu'elle existe. Donc ça m'est arrivé une ou deux fois chez les clients en disant il n'y a pas de message, il n'y a pas de doc pour les messages. Puis il y a un mec qui arrive, il dit ah mais si, nous on en avait fait une, machin truc. Et effectivement, le mec il avait tout documenté ce qu'il fallait faire, qu'il y avait ce problème-là. Donc c'est important de documenter intelligemment avec ce qu'on a besoin et d'avoir un minimum d'organisation pour que l'information elle soit ordonnée. L'idée, c'est pas je crée une documentation et je la mets sur mon PC pour moi-même. Vous pouvez éventuellement gérer applicativement ça arrive dans certains cas qu'on a certains traitements qu'on puisse avoir automatisé la reprise. Mais ça nécessite une grosse culture, ça nécessite une grosse phase de test, ça nécessite beaucoup de choses et ce n'est pas évident à mettre en place. Donc la plupart du temps, la documentation va être reprise manuellement.
Souvent, il faut avoir des connaissances fonctionnelles pour reprendre un traitement, c'est-à-dire que le traitement, le niveau 1 d'astreinte ce jour-là, il ne faudra pas forcément répondre à l'information. Donc, soit on a suffisamment documenté et on lui dit si c'est tel message, tel truc, etc., il sera capable de le faire, il sera capable de le traiter. C'est les erreurs qui sont déjà arrivées. Soit c'est la première fois, et puis là, il va falloir inventer, il va falloir qu'il prenne en compte l'information. C'est là qu'il faudra peut-être qu'il fasse passer des travaux à droite, à gauche, mais qu'on lui explique comment les faire passer pour pas que ça fasse n'importe quoi. Et il faudra surtout bien récupérer la log du traitement, d'accord? Il faudra bien récupérer la log du traitement pour être suffisamment efficace dans la reprise. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est sur un message, si vous avez R, vous pouvez toujours le faire. Ça ne bouffe pas de pain. Parce que des fois, certains traitements se sont plantés parce qu'une ressource n'était pas disponible. Enregistrement verrouillé, etc., etc. Juste le fait de faire R, le traitement, il va reprendre. Si vous le faites 3 fois et que ça ne redémarre pas, ce n'est pas grave. Mais vous n'allez rien casser. Simplement, votre travail, il va revenir à l'état où il était au départ. Donc le R, c'est un coût gratuit, vous pouvez le faire tout le temps. D'accord? Alors, autre chose qui est importante, c'est par hasard, si vous êtes obligé de planter un traitement, d'accord? Si vous êtes obligé de vraiment planter un traitement, préférez toujours le D plutôt que le C. D'accord? Le D fera un dump et videra tous les buffers au moment du plantage, ce qui permettra aux fonctionnels qui vont reprendre le traitement d'avoir le bon numéro de client, le bon numéro de société qui vont éventuellement lui permettre de reprendre. Mais, encore une fois, si ce n'est pas documenté et qu'on ne vous a pas demandé de planter le traitement, là, voilà, c'est à choisir. Soit vous avez une consigne qui vous dit si ce traitement il plante, de toute façon, tu le fais planter. Sinon, des fois, vous ne pouvez pas le planter. Et la difficulté, c'est que souvent, dans les astreintes, on arrive le lendemain matin, on a un message qui vous dit il y a le traitement qui a été planté depuis 9 heures. Et si personne n'a rien fait, ton traitement il est toujours planté, quoi. Donc, l'alerte a servi à rien. Donc, après, c'est une organisation à avoir en interne. Après, c'est les phénomènes d'astreinte, etc. Comment on peut planifier un travail? Donc, la première solution pour planifier un travail, c'est quand vous allez planifier un travail de manière plus ou moins occasionnelle, ou vous voulez soumettre un traitement ce soir pour faire une extraction à 22 heures, etc. Vous pouvez mettre dans le SBM Job la date et l'heure de votre traitement. D'accord? Donc, vous allez indiquer mon traitement, je veux qu'il travaille à telle date, telle heure. Donc, c'est pas utilisé systématiquement, mais ça peut être intéressant pour éviter, vous voulez qu'un traitement se passe entre midi et 2, quelque chose comme ça, plutôt que de le lancer directement, vous pouvez le planifier à 1 heure. Dans certains traitements, on voit dans les CL qui rebalancent des travaux à d'autres dates, à d'autres heures pour faire certains traitements. C'est une possibilité. La difficulté, c'est que c'est très difficile à suivre après, quoi. Parce qu'après, ça veut dire que soit vous l'avez lancé manuellement une fois, c'est pas grave, et si vous avez commencé à le planifier, à le mettre dans certains CL, c'est très difficile à suivre et c'est très difficile à reprendre le contexte derrière. D'accord? Donc, une fois, je veux planifier un travail ou de manière occasionnelle, vous pouvez utiliser le SBM Job. Sinon, vous avez un planificateur standard. Alors, c'est un planificateur relativement basique. C'est ce que dans d'autres environnements, on appellerait un comptable, qui va vous permettre de dire tous les travaux que vous allez vouloir planifier à l'intérieur. Donc, ces travaux qui sont planifiés à l'intérieur, vous allez dire, ils sont soumis à 17 heures. Tous les samedis, ils vont tourner tous les jours, etc. Vous allez pouvoir indiquer des fréquences, le premier du mois, différents trucs. Donc, vous pouvez, en gros, cadencer vos traitements. D'accord ? Vous pouvez éventuellement, maintenant, le scheduler, il faut savoir qu'on peut le désactiver globalement. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, le scheduler, on peut le désactiver de manière globale, ce qui peut être intéressant, notamment quand on a sur des machines quand on installe des nouvelles machines, quand on passe sur des machines de backup, etc. Avant, on était obligé de passer sur tous les travaux. Et le problème, c'est qu'après, on ne se rappelait pas, quand on voulait remettre les travaux, ce qui était réellement holdé ou pas. Et généralement, on faisait une erreur. Donc là, ça permet, c'est une nouveauté qui, malgré tout,
est intéressante et nous permet de planifier le travail. Donc, généralement, ça, c'est utilisé dans les entreprises, c'est bien utilisé. Bien sûr, la petite remarque, encore une fois, c'est éviter de soumettre avec des utilisateurs de connexion. Ça doit être soumis avec des travaux des utilisateurs qui sont des utilisateurs techniques. Bien sûr, évitez également le QC-CoFR. QC-CoFR, ce n'est pas la peine d'avoir QC-CoFR tout le temps. Et préférez avoir un travail particulier. Le planificateur standard, vous pouvez l'avoir. Il y a une vue système dans Q6.2 qui vous permet maintenant de l'interroger et d'avoir tout ce qui est planifié. Et par exemple, un truc qui est très simple à faire, c'est faire un traitement qui tourne toutes les nuits à 0h01 et en lui mettant la date du jour, ça vous permet d'avoir les travaux qui sont planifiés pour la journée et d'avoir un suivi de ce que vous allez faire. Donc, ça veut dire que ici, ça vous produit la liste des travaux que vous allez avoir à surveiller, que vous avez mis dans votre scheduler. Donc, par contre, pour que ça marche, il faut le faire tourner vraiment au démarrage du système de la première journée pour qu'il prenne tout ce qui est sur current date. D'accord ? Et là, j'ai éliminé les travaux qui sont en Q, j'ai éliminé les travaux qui sont holdés. Ça vous permet en gros d'avoir votre plan de prod, les travaux qui vont tourner hors travaux occasionnels qui seront soumis par des utilisateurs. Donc, cette vue, elle peut être très intéressante. D'accord ? Ensuite, vous avez, là, c'est un écran qui est vieux, il y a 52-50, oui, on peut faire du Grafana, oui, on peut faire, etc., tout ce que vous voulez, je suis bien d'accord, mais l'idée, elle est la suivante, c'est en croisant le fichier qu'on vient d'extraire avec votre planificateur, votre planification quotidienne et tous les messages système concernant les travaux que vous avez à l'intérieur, vous pouvez être capable de dire où en est vos travaux et s'ils sont en train de tourner, s'ils sont à l'heure, etc., etc. Donc, vous pouvez très facilement, sur un Grafana, sur n'importe quel outil qui vous fait de la restitution, comparer les travaux qui sont planifiés dans votre scheduler et ceux qui ont tourné, qui sont en train de tourner, et vous pouvez même aller plus loin, regarder les statuts, etc., etc. Donc, vous pouvez les avoir à l'extérieur. Vous pouvez le gérer sur Node.js, vous pouvez le gérer sur ce que vous voulez. Voilà. C'est assez simple d'avoir un suivi assez rapide. Vous avez une requête SQL à bâtir sur 2 tables. Donc, normalement, on peut y arriver aujourd'hui. C'est simple. Le planificateur, bien sûr, vous pouvez également y accéder par un navigateur 4i. Donc, encore une fois, il y a les Robert, comme moi, qui vont préférer faire du 52-50, et il y a les Kevin qui vont préférer passer par là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, d'accord ? Allez-y, hein, l'important, c'est d'y arriver. Donc, il est facile, vous pouvez l'utiliser assez facilement. Une remarque sur le planificateur. Alors, le planificateur, c'est un truc assez rigolo. C'est un objet qui a un type particulier et qui est dans Q6. Donc, par exemple, si vous voulez sauvegarder votre scheduler, vous pouvez le récupérer sur une machine, le mettre dans un SAVF et l'embarquer. Alors, quel est l'intérêt ? Vous allez faire des grosses modifications, justement, vous voulez tout casser. Vous faites une sauvegarde avant, comme ça, vous pourrez le restaurer. Sinon, vous pouvez le prendre pour le mettre sur une autre machine parce que vous créez une machine de duplication. Ça vous permet de récupérer tous les travaux qui sont planifiés à l'intérieur. Par contre, des fois, ça peut être dangereux parce qu'on n'a pas besoin de tous les travaux. Et à ce moment-là, il faudra être un peu plus astucieux. Il faudra se baser sur le service en question et utiliser, par exemple, par l'intermédiaire du service QCMD exec, si vous voulez le faire en SQL, l'ajout des travaux que vous avez récupérés. Donc, vous avez une petite requête SQL un petit peu sympa à faire qui vous permet de récupérer les différents travaux que vous avez à l'intérieur. Donc, soit global